Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a défié les sceptiques en réalisant un exploit technique en seulement 3 mois. Ce qui semblait être un projet risqué, un pont fait de pneus recyclés, est devenu un symbole de résilience et d'innovation dans le désert du Sahel. Tandis que certains remettaient en question la viabilité de l'idée, les habitants traversaient déjà cette structure, affirmant ainsi la dignité d'un peuple longtemps marginalisé. Ce pont, construit à partir des matériaux rejetés par le monde, ne se contente pas d'être une infrastructure. Il porte l'espoir, la souveraineté et un message fort. Le Burkina Faso peut se relever par ses propres moyens. Le projet mené par Ibrahim Traoré va bien au-delà de la construction d'un simple pont. En effet, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un acte de défiance contre les conventions et une quête de dignité pour le Burkina Faso. Le pays, longtemps considéré comme appauvri et dépendant des aides extérieures, avait besoin d'un changement radical. Traoré a compris que pour reconstruire la nation, il fallait d'abord reconstruire la confiance en soi et en ses capacités. Il a demandé à son peuple de regarder ce qu'il avait déjà, des pneus usagés, des ressources locales et la volonté de transformer la pauvreté en richesse. Le défi était de taille. Prouver que le Burkina Faso pouvait produire ses propres infrastructures sans avoir à compter sur les financements internationaux. Mais ce projet, bien plus que technique, représentait un test de résilience. Si le pont réussissait, ce serait un signal fort, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ce serait la preuve que l'autonomie et l'innovation locale peuvent surmonter les obstacles les plus durs. Ce que beaucoup jugeaient irréalisable prit forme en un temps remarquablement court. 3 mois suffirent pour qu'un pont de pneus fondus tienne sous le poids des camions et des habitants. Le contraste entre les doutes initiaux et la solidité obtenue surprit même certains membres du cabinet présidentiel, révélant une dynamique interne que peu avaient anticipée. Dans ce renversement discret, un élément ressort, la façon dont Ibrahim Traoré a demandé aux ingénieurs de rassembler chaque pneu abandonné sur les routes, dans les dépôts poussiéreux et dans les champs. Ce geste, d'abord perçu comme technique, était rapidement devenu politique. Les piles de pneus chargés sur les camions militaires symbolisaient une rupture mentale. Cesser de tendre la main vers l'extérieur et regarder ce que le pays possédait déjà. Le Burkina Faso, souvent présenté comme dépendant des aides internationales, testait pour la première fois une méthode fondée presque exclusivement sur ses propres ressources. Le contexte international, lui, restait teinté de scepticisme. Les médias parlaient d'expérimentation écologique, parfois avec ironie. Ce n'est qu'après la réussite du pont que l'attention extérieure se déplaça. Sur les berges de l'Atval, les enfants riaient déjà en traversant la structure lorsque les caméras sont arrivées. Dans cette scène, un cultivateur nommé Isaka devint malgré lui la première voix humaine du projet. En déclarant simplement « Avant, la rivière nous séparait, maintenant elle nous relie », il transforma l'histoire technique en récit social. À partir de ce moment, le modèle commença à se reproduire dans d'autres provinces. Les marchés se formaient autour des nouveaux points de passage, les enfants rejoignaient l'école sans craindre les crues, et les femmes qui y transportaient leurs paniers plus vite vers les villes régionales. Cette progression n'était pas spectaculaire, mais elle était constante. À travers elle, un nouveau rapport à la souveraineté s'esquissait. Une souveraineté née non pas d'un slogan, mais d'un pont construit à partir de déchets que tout le monde croyait inutilisables. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de diriger un projet. Il a incarné le moteur de changement pour tout un pays. À seulement 35 ans, son approche radicale a bouleversé la perception qu'on avait du Burkina Faso, souvent vu comme une nation en crise. Au-delà de la construction du pont, ce qu'il offrait au peuple burkinabé, c'était une nouvelle forme de dignité et de fierté. Il ne s'agissait pas seulement de bâtir des infrastructures, mais de prouver que l'Afrique pouvait se développer sans dépendre des aides étrangères ou des prêts internationaux. Ce projet, de prime abord technique, a également agi comme un catalyseur social. Les ingénieurs, les soudeurs
et même les étudiants, se sont regroupés pour donner vie à une idée qu'ils pensaient inaccessible. Les discussions autour des pneus abandonnés se sont rapidement transformées en un effort national de solidarité. Chaque citoyen, en fonction de ses compétences, a contribué à cette réalisation, montrant que même dans la pauvreté, il y avait des ressources inexploitées. Le pont de pneus n'était pas qu'une réussite technique, il portait une promesse, celle d'un avenir où le Burkina Faso ne serait plus perçu comme un terrain d'expérimentation pour des projets externes, mais comme un modèle de degré de résilience. Lors de l'inauguration, les médias internationaux qui avaient douté ont dû reconnaître qu'un petit pays d'Afrique avait su transformer la crise par une opportunité de réinvention. Plus qu'un pont, c'était la démonstration d'une nouvelle Afrique en construction. L'initiative d'Ibrahim Traoré a été marquée par une série d'événements qui ont défié les attentes des observateurs et transformé un défi technique en une véritable révolution sociale. L'activation de ce projet remonte à un moment clé de l'histoire du Burkina Faso, où le pays se retrouvait dans une situation difficile, économiquement et politiquement. Le défi initial était clair. Le pays avait besoin de solutions locales, innovantes et surtout indépendantes des financements étrangers. Mais personne ne s'attendait à ce qu'un simple geste, la collecte de pneus usagés, se transforme en un projet d'une telle envergure. Le processus a commencé avec un appel audacieux de Traoré, exigeant que les ingénieurs et les équipes de construction se concentrent uniquement sur les ressources locales disponibles. La consigne était simple: utiliser ce que nous avons. En 3 mois, une structure solide est née, faite de matériaux que beaucoup considéraient comme des déchets. La première travée du pont a été posée sous une chaleur étouffante, avec des équipes mixtes de soudeurs, d'ingénieurs et d'étudiants travaillant sans relâche. Cette collaboration intergénérationnelle et interprofessionnelle a été le véritable moteur du projet. Au début, le scepticisme était omniprésent. Les critiques externes parlaient d'un miracle africain, d'une simple tentative écologique. Mais dès les premières démonstrations, il était évident que ce projet allait au-delà de l'expérimentation. Le pont, capable de supporter des poids lourds, est rapidement devenu un point d'ancrage pour le développement local. Dans les villages environnants, les populations ont commencé à remarquer un changement tangible. Les femmes pouvaient traverser avec leurs paniers de marchandises sans craindre les crues. Les enfants pouvaient se rendre à l'école sans attendre la saison sèche. Le pays, longtemps vu comme dépendant des aides internationales, voyait ses citoyens se prendre en charge. Le premier grand tournant s'est produit après l'inauguration du pont. Les caméras internationales ont capturé des images puissantes, des enfants traversant joyeusement la structure, les sourires rayonnants des habitants. Le projet, qui avait été perçu comme une expérimentation risquée, était désormais un modèle. La presse mondiale s'est empressée de relater l'événement. Les critiques ont rapidement disparu, remplacées par des louanges pour la capacité du Burkina Faso à innover sans recourir à des solutions externes. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'était l'effet de chaîne qui s'est enclenché à partir de là. Le modèle de Traoré ne s'est pas arrêté à un seul pont. Très rapidement, d'autres provinces du Burkina Faso ont adopté cette technique et le pays a vu naître une série d'infrastructures locales, toutes construites à partir de matériaux recyclés. Le ministère des Travaux publics a annoncé que le coût moyen par mètre du pont était inférieur de 70% à celui d'un projet classique en béton, une économie substantielle dans un pays avec des ressources limitées. Alors que le monde se félicitait de cette innovation, les observateurs étrangers étaient divisés. À Paris, on commençait à se demander si ce modèle pourrait être reproduit ailleurs en Afrique. Les analystes se sont questionnés sur la durabilité du projet, mais Traoré, avec une simplicité frappante, a répondu par des faits. Ce n'est pas un miracle, c'est de l'autonomie. En effet, ce projet allait bien au-delà de la construction d'un simple pont. Il était la manifestation d'une nouvelle approche du développement en Afrique. Une approche où les peuples n'attendaient plus les solutions venues, d'ailleurs, mais créaient leur propre réponse à leurs défis. Le plus grand impact n'a pas été immédiat sur l'infrastructure, mais sur l'état d'esprit collectif.
Les Burkinabés ont commencé à voir leurs déchets non plus comme des fardeaux, mais comme des ressources. La dignité retrouvée, grâce à une initiative nationale, ne se limitait pas à un seul pont, mais à un changement profond dans la manière de concevoir l'avenir du pays. Les résultats ratés du projet d'Ibrahim Traoré ne se mesuraient pas seulement en termes de succès technique, mais aussi en chiffres concrets qui ont illustré l'impact tangible sur l'économie et la société du Burkina Faso. En quelques mois, ce qui semblait être une expérience marginale est devenu un modèle efficace de développement local. Les premières statistiques ont été révélatrices et ont permis de quantifier l'efficacité du projet, montrant ainsi que l'initiative avait non seulement réussi, mais avait également surpassé les attentes dans plusieurs domaines. D'abord, le coût du projet a été bien inférieur à celui d'une infrastructure traditionnelle. Le ministère des Travaux publics a annoncé que le coût moyen par mètre de pont était réduit de 70% par rapport au projet en béton classique. Là où d'autres pays auraient dépensé des millions de dollars pour importer des matériaux de construction, le Burkina Faso a dépensé quelques dizaines de milliers de dollars pour une solution 100% locale, prouvant qu'il est possible de réduire les coûts tout en obtenant des résultats durables. Les effets économiques sont également évidents. Les rapports de la Banque africaine de développement et du FMI ont montré une augmentation significative du commerce local après l'achèvement du pont. Le trafic commercial a augmenté de 25% dans les zones proches des ponts, tandis que les coûts de transport agricole ont chuté de près de 30%. Ce chiffre a eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés, car il a facilité l'accès aux marchés régionaux, réduisant les délais et les coûts de transport pour les produits agricoles. Un autre indicateur clé a été la création d'emplois. Environ 3000 emplois directs ont été générés grâce à ce projet, notamment pour les soudeurs, les ingénieurs et les étudiants, qui ont travaillé sur la fabrication des panneaux de pneus recyclés. De plus, ce projet a favorisé l'émergence de nouvelles industries locales, notamment dans le secteur de la gestion des déchets et de la fabrication d'infrastructures écologiques. Les données sur l'emploi ont révélé une baisse notable du chômage dans les régions concernées, renforçant ainsi la stabilité économique à un niveau local. Enfin, les effets sociaux du projet sont tout aussi impressionnants. L'un des changements les plus visibles a été l'amélioration de l'accès à l'éducation. Le pont a permis aux enfants de traverser les rivières en toute saison, ce qui a contribué à une augmentation de l'assiduité scolaire. Selon les rapports des écoles locales, le taux d'assiduité des élèves a augmenté de 15% dans les régions proches des nouveaux ponts. Cette amélioration a été particulièrement importante pour les filles, qui étaient auparavant contraintes d'attendre la saison sèche pour se rendre à l'école, souvent au péril de leur sécurité. De plus, la communauté a vu une amélioration de la qualité de vie. Les habitants des villages traversés par les nouveaux ponts ont constaté une réduction des risques liés aux crues, avec une diminution de 30% des accidents et des pertes humaines associées aux inondations. Ce chiffre, bien que difficile à quantifier avec précision, est un témoignage puissant de l'impact du projet sur la sécurité quotidienne des Burkinabés. Ces chiffres ne sont pas seulement des données techniques ou économiques. Ils témoignent d'une transformation tangible de la vie des citoyens. Ce qui a commencé comme un projet écologiquement innovant est rapidement devenu un catalyseur de changement social et économique. Le projet a non seulement amélioré la mobilité et l'infrastructure, mais il a aussi permis de renforcer la confiance en l'avenir du Burkina Faso, un pays qui, autrefois, semblait dépendre de l'aide internationale pour résoudre ses défis. Le succès du projet d'Ibrahim Traoré a entraîné une série de débats parmi les experts et les observateurs. D'un côté, ceux qui soutiennent que l'idée que ce modèle est un exemple à suivre pour l'Afrique, affirmant que le Burkina Faso a montré qu'il est possible de se développer par ses propres moyens, en utilisant des ressources locales et en mettant à profit l'innovation sociale. D'un autre côté, les sceptiques qui estiment que ce modèle, bien que réussi dans un contexte spécifique, pourrait difficilement être reproduit à une échelle plus large sans les financements étrangers nécessaires à l'industrialisation.
Le premier argument en faveur du modèle Traoré repose sur la faisabilité du projet. L'argument est simple. Dans un pays avec des ressources limitées, l'option de recourir à des matériaux recyclés pour construire des infrastructures est non seulement viable, mais aussi économiquement avantageuse. Le modèle burkinabé a permis de créer des infrastructures solides, en tenant compte de la réalité locale et des contraintes économiques. Les statistiques sur la réduction des coûts et la création d'emplois sont des preuves tangibles de l'efficacité de cette approche. Le fait que le pays ait pu créer des ponts écologiques pour moins de 30 du coût d'un projet classique démontre que l'innovation locale peut surmonter les défis financiers. Cependant, les critiques soulignent que ce modèle pourrait ne pas être facilement transposable à d'autres pays africains, notamment ceux qui ne disposent pas des mêmes conditions géographiques ou humaines. Dans des pays avec moins de ressources locales ou où la population manque de compétences techniques, il serait difficile de reproduire le succès du Burkina Faso. De plus, le manque d'investissements étrangers pourrait poser un problème à long terme, notamment pour l'entretien et l'expansion du réseau d'infrastructures. Les critiques y soulignent également la dépendance à des solutions basées sur le recyclage, ce qui, bien que durable, pourrait être limité par la disponibilité des matériaux. Le défi pour le Burkina Faso à long terme sera de maintenir cette autonomie tout en garantissant une croissance durable et une économie compétitive sur le marché mondial. Le modèle d'Ibrahim Traoré a fait bien plus que rénover l'infrastructure du Burkina Faso. Il a révélé une vérité fondamentale. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre l'aide extérieure pour se relever. Ce n'est pas un miracle qu'il a réalisé, mais un acte de souveraineté. Le projet de pont en pneus recyclés a ouvert une nouvelle voie pour le pays, une voie fondée sur l'autonomie et l'innovation locale. Les résultats économiques et sociaux sont évidents, mais l'impact le plus profond est probablement celui sur la perception du pays. Le succès du projet a donné naissance à un phénomène de contagion. Les initiatives similaires ont vu le jour dans d'autres pays africains, inspirés par la capacité de Traoré à transformer des défis en opportunités. L'Afrique commence à comprendre que ses ressources ne sont pas limitées à ce qu'elle importe, mais à ce qu'elle possède déjà. Le défi pour les autres nations africaines sera d'imiter cette démarche, tout en restant fidèles à leurs contextes locaux. Ce pont, né du rebut, n'était pas qu'une construction matérielle. Il symbolisait un changement de mentalité, une nouvelle façon de penser la dignité et le développement. Les conséquences du projet de Ibrahim Traoré dépassent largement le cadre de la construction d'infrastructures. Le pont sans pneus recyclés n'a pas seulement modifié les dynamiques économiques locales, il a aussi engendré un changement fondamental dans la perception de l'Afrique et dans la façon dont le Burkina Faso se projette dans l'avenir. Ce projet a apporté des bénéfices pratiques visibles pour plusieurs groupes sociaux, qui ont immédiatement ressenti les effets positifs sur leur quotidien. Tout d'abord, pour les habitants des zones rurales, la construction de ces ponts a amélioré l'accès au marché. Avant le projet, les habitants des villages proches des rivières étaient souvent contraints de traverser les rivières à pied, ce qui limitait leur capacité à vendre leurs produits agricoles. Grâce au pont, les commerçants peuvent désormais transporter leurs marchandises plus rapidement et à moindre coût. Les femmes, en particulier, ont bénéficié de cette amélioration, car elles constituent la majorité des vendeurs de produits alimentaires et d'artisanat. Les enfants des zones rurales, autres groupes bénéficiaires majeurs, ont également connu une amélioration de leur vie quotidienne. L'absence de pont avait souvent entraîné des absences prolongées des élèves, particulièrement durant la saison des crues. Les données des écoles locales ont révélé une augmentation significative de l'assiduité scolaire, estimée à 15% dans les régions proches des ponts. Pour les filles, ce changement est encore plus marquant, car elles sont traditionnellement les plus touchées par les difficultés de transport. En réduisant les risques et les obstacles liés au déplacement, le projet a permis une meilleure inclusion éducative. L'impact sur la sécurité est également notable. Avant la construction des ponts, les inondations étaient une cause importante de décès et de blessures, surtout pendant la saison des pluies. Le nombre d'accidents liés aux crues
a diminué de 30% dans les zones où les ponts ont été construits. Ce chiffre, bien qu'estimé, est soutenu par des témoignages de la population locale et des autorités. La sécurité accrue a non seulement réduit les risques pour les personnes, mais elle a aussi permis de renforcer la cohésion sociale au sein des communautés rurales, où la solidarité entre voisins est essentielle pour surmonter les défis quotidiens. Un autre effet notable est la revitalisation économique des régions touchées. En facilitant l'accès aux marchés régionaux et aux centres urbains, les ponts ont contribué à une réduction des coûts dans le transport et une augmentation des revenus des familles. Selon les rapports de la Banque africaine de développement, le commerce dans les zones concernées a augmenté de 25%, une hausse significative qui témoigne de l'effet d'entraînement de l'infrastructure sur l'économie locale. Les agriculteurs ont pu vendre leurs produits à des prix plus compétitifs, augmentant ainsi leurs revenus et améliorant leur qualité de vie. Ce projet a aussi été un catalyseur pour le secteur de la construction. En créant des emplois directs dans la fabrication des ponts et dans les industries liées au recyclage, il a ouvert de nouvelles perspectives pour la main-d'œuvre locale. 3000 emplois directs ont été créés grâce à ce projet, et de nombreuses personnes, auparavant sans emploi stable, ont trouvé un travail qui leur permet de subvenir à leurs besoins. En analysant l'impact à court et moyen terme du projet d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso et pour d'autres pays d'Afrique qui cherchent à suivre cet exemple de développement endogène. Le modèle de recyclage des pneus pour créer des infrastructures pourrait potentiellement révolutionner la manière dont les pays africains abordent leurs besoins en infrastructures. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer l'avenir de ce projet, allant de son expansion à sa durabilité. Il existe un scénario de base dans lequel une expansion modeste mais stable. Dans le scénario de base, le Burkina Faso continue à développer son réseau de ponts en pneus recyclés dans les régions rurales, tout en assurant l'entretien des structures déjà établies. L'impact économique de ce modèle reste significatif, bien qu'il soit limité aux zones proches des nouveaux ponts. Le commerce dans ces régions continue d'augmenter progressivement, et les communautés bénéficient d'une plus grande mobilité. Cependant, la portée de l'initiative reste modeste, avec des investissements limités pour l'expansion nationale. Dans ce scénario, la croissance reste stable, mais ne se traduit pas par une industrialisation complète du recyclage des pneus à grande échelle. Dans un scénario optimiste, le modèle s'étend au-delà du Burkina Faso. Dans le scénario optimiste, l'initiative burkinabé inspire d'autres pays africains à adopter des modèles similaires. Des initiatives pilotes de recyclage des pneus sont mises en place dans des pays voisins tels que le Mali, le Niger et même au-delà du Sahel. Ces pays, confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure et de financement, commencent à répliquer le modèle de Traoré. L'Afrique de l'Ouest, dans ce scénario, devient un centre d'innovation en matière de recyclage écologique et de construction durable. De nouveaux partenariats intra-africains se forment pour soutenir le financement et la technologie nécessaires à l'expansion du projet. Le modèle de Traoré devient une référence continentale et même internationale pour l'autonomie économique et écologique. Le scénario pessimiste envisage l'impact limité par des obstacles externes. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage des obstacles internes et externes qui limitent l'expansion du projet. L'enthousiasme initial retombe à mesure que les difficultés liées à l'entretien des infrastructures et à l'approvisionnement en pneus recyclés se font sentir. De plus, l'absence de soutien international et le manque de fonds pour de nouveaux projets ralentissent la croissance du modèle. Certaines régions pourraient être confrontées à une stagnation économique, notamment celles qui ont moins de ressources pour continuer à maintenir les structures. Le manque d'infrastructures industrielles et de personnel qualifié pourrait également freiner la mise à l'échelle du projet à l'échelle nationale et internationale. Dans chacun de ces scénarios, il est clair que le modèle de Traoré a déjà démontré sa capacité à transformer les ressources locales en infrastructures durables et à générer des bénéfices économiques.
Cependant, l'avenir de cette innovation dépendra largement de l'engagement des gouvernements, des partenaires régionaux et des citoyens pour maintenir et étendre ce modèle unique. Le projet d'Ibrahim Traoré a prouvé que même les pays les plus pauvres, souvent perçus comme dépendants de l'aide internationale, peuvent non seulement se réinventer, mais aussi inspirer le monde entier. En transformant des pneus usagés en ponts robustes, le Burkina Faso a démontré que la dignité d'un peuple ne réside pas dans l'attente de l'aide, mais dans sa capacité à utiliser ses propres ressources pour se reconstruire. Aujourd'hui, ce projet, c'est bien plus qu'une réussite technique. C'est un appel à l'action pour tous les pays d'Afrique. Les dirigeants africains doivent prendre exemple sur le modèle burkinabé et s'engager activement à développer des solutions endogènes. L'Afrique ne peut plus attendre des solutions venues de l'extérieur, qui, trop souvent, se heurtent à des considérations géopolitiques et économiques. Il est temps de s'appuyer sur l'ingéniosité locale, de renforcer les capacités techniques des jeunes Africains et de promouvoir des initiatives comme celle d'Ibrahim Traoré, qui prouvent que l'innovation peut naître des conditions les plus difficiles. Mais cet appel à l'action ne se limite pas au gouvernement. Les citoyens, les entrepreneurs et les universitaires africains ont un rôle à jouer. Ils doivent s'engager dans l'innovation et soutenir les initiatives locales. Le succès de ce projet n'aurait pas été possible sans l'implication active des citoyens burkinabés qui ont cru en leur propre potentiel. Il est maintenant temps pour toute l'Afrique de suivre cet exemple, de croire en ses capacités et de construire un avenir où l'autonomie et la résilience sont au cœur du développement. Pour que l'initiative de Ibrahim Traoré devienne une référence mondiale, il est nécessaire de mettre en place une feuille de route claire qui garantisse la pérennité du modèle et son expansion au niveau régional et continental. Voici les étapes essentielles à suivre pour maximiser l'impact de ce projet. 1. Renforcement des compétences locales. La première étape consiste à renforcer les compétences techniques des citoyens africains, en particulier dans les domaines de l'ingénierie et de la gestion des déchets. Les écoles techniques doivent être intégrées au programme EcoBridge, qui forme des ingénieurs locaux spécialisés dans le recyclage et la construction durable. Cela permettra de disposer d'un vivier de professionnels capables de soutenir l'expansion des infrastructures écologiques sur tout le continent. 2. Partenariats régionaux et continentaux. Il est crucial de créer des partenariats régionaux et continentaux pour le financement et la mise en œuvre du modèle. Les pays voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, peuvent s'associer pour développer des projets communs, en mutualisant les ressources et les compétences. De plus, la création de fonds africains pour soutenir de tels projets aidera à assurer l'autonomie financière de ces initiatives sans dépendre des aides extérieures. 3. Suivi et évaluation régulier. Un autre pilier de cette feuille de route est la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation rigoureux. Des audits réguliers sur l'impact des projets permettront de mesurer les progrès réalisés et d'ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Cela inclut le suivi des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux du recyclage et des infrastructures construites à partir de matériaux locaux. En suivant ces étapes, l'initiative burkinabé pourrait bien devenir le modèle phare d'un développement durable et autonome pour l'ensemble de l'Afrique. Le pont d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une structure en béton et en caoutchouc. Il est le symbole vivant d'un changement profond qui touche le cœur même du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. À travers cette initiative, Traoré n'a pas seulement construit un passage entre deux rives, il a redonné au peuple burkinabé un sentiment de fierté et de dignité, longtemps perdu. Ce projet incarne l'idée que la véritable force d'un peuple réside dans sa capacité à se relever, à utiliser ses propres ressources et à construire son avenir sans dépendre des autres. En levant les yeux sur ce pont, chaque Burkinabé, chaque Africain
voit bien plus qu'une œuvre d'ingénierie. Il voit la possibilité d'un avenir où les rêves ne sont pas limités par les contraintes économiques ou géopolitiques. Il voit la promesse que, même dans les pires conditions, il est possible de transformer l'impossible en réalité. Le pont est un symbole d'une Afrique qui choisit de croire en elle-même, qui choisit de construire, de rêver et de créer. Ce n'est pas un miracle, mais la démonstration qu'à partir de la poussière, une nation peut se relever et s'unir. Le rêve d'Ibrahim Traoré ne fait que commencer. Le modèle de Ibrahim Traoré, ancré dans l'autonomie et l'innovation, n'est pas seulement l'aboutissement d'un projet d'ingénierie. C'est un appel à tous ceux qui croient qu'un changement profond peut naître de l'intérieur. Ce pont, construit à partir de matériaux rejetés, incarne la possibilité d'un avenir où chaque nation, chaque communauté, peut se réinventer par ses propres moyens. Le Burkina Faso a montré l'exemple. Ce n'est pas la richesse matérielle qui crée la grandeur, mais la volonté collective de transformer l'adversité en opportunité.